Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mardi. Et cette semaine nous allons parler de l'artiste du mois donc, qui est Ronald Searle. Donc je continue ma série sur les grands maîtres et aujourd'hui c'est le grand maître de l'illustration satirique. Bon, un des grands maîtres évidemment, mais c'est certainement un des artistes qui a inspiré le plus de ses collègues qui soit possible dans le domaine du dessin satirique. Et même au-delà de ça, il a inspiré beaucoup de gens dans les domaines de l'animation, de l'illustration et du chara design. Donc, je vais commencer par cette image-ci parce que c'est une image qu'il représente et qu'il représente assez bien. Et ça représente à la fois son œuvre, son travail, avec les principales caractéristiques qu'on va y retrouver. Un ancrage très particulier, des formes très assumées, certains éléments de design et un humour assez grinçant. On y retrouve aussi pas mal de choses dont je vais reparler par la suite, donc on va avancer un petit peu et on reviendra sur cette image plus tard. Donc là on va voir quelques-unes de ses œuvres, mais déjà avec celle-ci on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il utilise l'ancrage d'une façon assez particulière et ça va à peu près à l'encontre de tout ce qu'on peut faire en dessin relativement technique. Par exemple, mettre un ancrage plus épais sur quelque chose qui se passe dans le fond, c'est quelque chose qui est assez rare en dessin. Ici, c'est parce que c'est l'élément le plus important. C'est un énorme chat qui a un énorme trait de contour. Suivant le niveau de détail nécessaire, il va utiliser des lignes plus ou moins fines ou plus ou moins épaisses, suivant aussi ce sur quoi il veut mettre l'emphase, ce qu'il veut montrer en priorité. Là, il veut qu'on voit le chat en priorité. S'il avait une ligne plus fine, il passerait beaucoup plus inaperçu. Et après, il va utiliser beaucoup les détails pour créer des niveaux de gris dans son image. On va revoir ça un petit peu après. Cette image-ci, on voit son sens du design et son type d'ancrage vraiment très particulier. Avec des lignes un peu tremblantes, grattées. On sent que sa plume accroche à la toile. Il n'a pas peur d'utiliser de la matière, d'utiliser des projections, de salir son dessin, salir ses mains. Et en termes de forme, avoir des très grosses formes ici, là, les lèvres, enfin on voit vraiment que son visage là, il y a vraiment beaucoup d'exagération avec ces énormes lèvres là, les petits yeux pour créer le contraste, du détail à certains endroits, des zones beaucoup plus laissées à l'abandon, du détail un peu fin sur les lunettes par exemple, avec ce contour là, les yeux aussi. C'est un dessin qui peut sembler un peu grossier ou bizarrement fichu, mais c'est vraiment un dessin très subtil, très fin. Je vous encourage vraiment à aller observer ce qu'il fait et à en prendre de la graine. Ici, on voit sûrement un peu plus la finesse de son trait. Des choses vraiment très précises. Et on voit que là, il y a quand même ce coup de pinceau là de l'arbre qui est vraiment très élégant. Bien qu'il soit un peu griffonné, on sent qu'il y a des accidents de parcours en fait. Et il a fait là toute une série d'images comme ça où il représente pas mal de persos, où il donne un vrai cours de chara design, on va dire, et surtout d'observation de personnes. Donc en plus, il annote tout ça avec des commentaires assez drôles. Mais tout dans ces personnages là a été observé et est très juste. Il va vraiment à l'essence de ce qui fait une personne. Donc on peut tomber un peu dans le cliché évidemment, mais on voit que c'est né d'observation. C'est pas juste du cliché pour du cliché, ça va aussi plus finement que ça dans le détail. Et d'ailleurs au niveau du détail, on voit dans ses environnements que c'est vraiment foisonnant, qu'il a une observation très fine. Et on voit là par exemple, il y a très peu de détails ici, mais il y en a beaucoup là. C'est pareil, ça c'est pas banal. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent en illustration la plupart du temps. Plus on va dans le fond, moins il y a de détails. Bah, pas forcément là. Là, c'est vraiment une histoire de composition, de niveau de gris. Et ici, il avait besoin d'un gris, alors il a mis plus de détails. Ça va attirer plus l'œil de ce côté-là, ça va équilibrer un petit peu par rapport aussi à ce détail-là, qui pourrait être trop fort, prendre un petit peu trop l'attention. Donc ici, il n'est pas que question de niveau de détail, il est aussi surtout question de niveau de gris et de composition au niveau de gris. Quelques images satiriques comme ça avec des chasseurs qui poursuivent un renard, on en verra d'autres après. Une vraie passion pour Toulouse-Lautrec aussi. On voit là que le niveau de détail est encore une fois utilisé de cette manière à guider le regard, à créer des niveaux de gris. Ici on a des formes bien sombres avec les bottes qui vont cadrer Lautrec. Les cuisses vont passer un peu plus inaperçues, vont se voir en deuxième lecture plutôt puisqu'elles sont plus claires. C'est surtout lui qu'on va voir dans un premier temps et après son regard va nous guider de toute façon. Et on voit là qu'il utilise toute sa palette d'outils. Il utilise de la plume qu'il va utiliser de manière très fine mais de manière plus épaisse. On voit qu'il utilise les projections encore une fois. Ça lui arrive aussi de frotter des fois son dessin avec le doigt, alors qu'il est encore humide, ça va créer une sorte de flou, un peu, une certaine patine. Donc ici on a une bonne illustration de l'utilisation du niveau de gris. On a une grande masse grise tout autour, parce qu'il y a pas mal de détails. Après on a quelque chose de très clair tout autour des personnages. Là, on a une sorte de dégradé qui se fait en fait, jusqu'aux personnages où tout autour d'eux c'est très clair, et eux ils vont apporter du sombre. Et donc on attire le regard irrémédiablement vers eux. Encore une illustration de type d'humour qu'il va utiliser.
Et c'est vraiment un artiste qui est passé par pas mal d'époques et qui a vraiment marqué le monde de l'illustration quand il est passé à ces époques-là. Parce qu'il est né dans les années 20, et il a commencé sa carrière une vingtaine d'années, donc dans les années 40. Il a fait la guerre, et après il est mort en 2011. Il a vraiment traversé tout le XXe siècle quasiment, et il a continué à bosser pendant très très longtemps. Donc là on a un autre de ces personnages-là, la Starlet. On voit vraiment le bon équilibre aussi de niveau de détail, toujours en fait, on a des détails à certains endroits, mais des zones de respiration à d'autres. On voit que l'anatomie n'est pas vraiment totalement juste, mais on comprend que c'est pas innocent et que c'est pas quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Son trait est plein d'assurance, on sent qu'il maîtrise ce qu'il fait, et que s'il déforme les personnages, c'est parce qu'il a envie de les montrer comme ça. Un autre point intéressant qui peut être observé, c'est la façon dont il utilise les couleurs. C'est vrai que c'est pas forcément le point le plus remarquable de son travail, puisque c'est beaucoup un artiste du noir et blanc. Et quand il utilise les couleurs, justement, il va rester dans quelque chose de relativement minimal. À part dans quelques illustrations, dans des choses qu'il a fait un peu plus tard dans sa carrière. Mais sinon, là, ça sert juste à souligner les points importants des personnages. C'est vraiment la ligne qui prime. Là, on a une autre astuce de composition. On a beaucoup d'horizontales, là, entre les bras, les étagères derrière, qui sont cassées par une verticale du personnage, qui fait que ce personnage va vraiment sortir du lot. Bon, après, il y a aussi les niveaux de gris, évidemment, avec le plus sombre derrière et le plus clair devant, plus les couleurs, la saturation, le niveau de détail qui va être très chargé tout autour et relativement déchargé ici. Alors encore une image où le niveau de détail est très intéressant. On voit quand même que sur l'observation des décors, il est extrêmement précis et méticuleux. Et par contre, ces personnages vont être beaucoup plus simples. Simples entre guillemets, parce que c'est pas du tout facile de faire ce qu'il fait, mais je veux dire en termes de niveau de détail, pour assez souvent, on va avoir des personnages qui ont un peu plus de vide à l'intérieur, de moins de détails, moins de précision et moins de réalisme. Mais justement, c'est quelque chose qui fait que c'est très fort. Pour rendre ces personnages plus crédibles, faire en sorte que l'humour, la satire fonctionne, il faut qu'il y ait de la réalité dedans. Et la réalité, elle passe par ses décors, par ses environnements. Ça, c'est un truc que j'ai aussi entendu Alexandre Astier dire quand il parlait de Kaamelott. Il disait qu'on lui avait souvent dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de se casser la tête comme il le fait pour trouver des décors ou des costumes qui soient trop réalistes, qui pouvaient prendre des trucs qui faisaient un peu toc, c'était pas grave, c'était de la comédie. Et il disait que justement non, c'est de la comédie, et pour que les gens trouvent ça drôle, il faut qu'il y ait un sens du vrai, un sens du réel là-dedans. Cette situation et ces personnages-là seraient moins drôles si ça n'était pas empreint d'un certain réalisme, d'un certain naturalisme, avec un décor bien observé, avec des tics, des manières, des expressions, des émotions qui sont inspirées de la réalité. Donc même si vous voulez faire quelque chose de très cartoon, de très vivant, de très humoristique, passez du temps à observer. Peut-être même encore plus que si vous voulez faire quelque chose de sérieux mais de fantaisie. Ce à quoi va réagir un spectateur, un lecteur, c'est à cette sensation de réalisme. Un truc qu'on voit aussi beaucoup dans son dessin, c'est l'utilisation de la perspective, de la profondeur qui va fonctionner à merveille. Bon, celle-ci, c'est pas forcément le plus grand exemple, mais on voit quand même que cette porte qui vient vers nous là, elle a une vraie physicalité. Et on s'en sert pour vraiment bien comprendre comment sont positionnés les personnages dans l'espace. Donc ça, c'est une image qui a été faite pour Saint Trinians. C'est une série de dessins avec des gamines assez atroces dans une école catholique, ou protestante peut-être. Vous voyez ici l'utilisation des couleurs, avec beaucoup de jaune tout autour, des couleurs relativement claires. On a le Père Noël en rouge assez sombre qui arrive ici, qui va vraiment se démarquer de tout le reste. Et on voit que les expressions, la gestuelle, l'acting des personnages est très clair. On comprend tout de suite que lui, ce qu'elle lui raconte, ça l'emmerde un peu, qu'elle est un peu gênée, mais qu'elle présente son boulot, enfin sa façon de voir les choses, mais que lui, il n'est pas convaincu, quoi. Et tout ça, c'est lié à un acting assez fort, encore une fois, qui est lié à l'observation, quoi. Une autre illustration qui est liée au vin, qui reste un de ses péchés mignons, particulièrement le champagne. Là, on voit l'observation. On sent que là, il est allé sur les lieux, qu'il a dessiné cette bouchée chevaline, et après, il y avait les personnages qui sont nés un petit peu de ce qui se passait autour. Mais là, c'est vraiment capture d'une scène de la vie quotidienne. Donc ici, on voit une sorte de vue subjective. On voit qu'il est de l'époque des beaux livres. Il y a tout un côté comme ça, même dans ses illustrations plus récentes. Toujours un côté un peu rétro, un peu vieillot. Et ça ajoute un charme fou à son dessin. Parce que je pense que c'est ça qu'il voyait, même si le monde a beaucoup changé autour de lui pendant tout le XXe siècle. Lui, c'est ces trucs-là qui l'intéressent. Les beaux livres, les belles architectures, les petits motifs, le fourmillement de détails comme ça, le côté un peu baroque, ou le gothique flamboyant, quoi, mais des choses qui sont potentiellement assez chargées, mais qui ont une sorte de finesse et d'élégance, toujours. Et tout ça, ça va par contraste avec parfois des grands coups de stylo, de plumes, de grattage, qui sont terriblement expressifs.
Donc là on voit un bon exemple de sa typo, de la façon dont qu'il avait d'écrire. C'est quelque chose qu'on voit dans pas mal d'illustrations, dans beaucoup de ses couvertures de livres, ce genre de trucs. Et c'est vraiment une écriture très très forte, très graphique. Si ça n'a pas inspiré Burton, je ne sais pas ce qu'il a inspiré quoi. J'en avais déjà un petit peu parlé de Ronald Searle, en particulier dans la vidéo de Varun Mer. Et on retrouve pas mal de caractéristiques de son travail chez pas mal d'animateurs en fait, enfin de chara-designers pour le cinéma d'animation. D'ailleurs, il y a un moment, plein d'artistes de chez Disney ou de chez Pixar, je sais plus, qui avaient fait toute une rétrospective et surtout qui avaient dessiné à la manière de Ronald Searle. Et c'était vraiment intéressant. Je crois qu'ils avaient fait ça pour son décès en fait, en 2011. Et donc ça c'est encore du Saint-Trinians. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que tous ces personnages secondaires, ceux qui sont pas forcément au cœur de l'action, ils ont tous une personnalité, ils sont tous en train de faire quelque chose de particulier. Quelque chose dont je parlais déjà la dernière fois, avec l'art de Paul Bonheur. C'est quelque chose de très intéressant de cacher des détails, des petites histoires dans l'histoire. Et sur cette image-ci, on a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que on comprend tout à fait qu'il maîtrise toute la théorie du dessin, du volume, de la lumière, etc. Et ici, il choisit sciemment d'ignorer les informations de lumière sur le personnage. Pourtant, il y a un éclairage tout à fait cohérent à l'intérieur de la charrette, sous le bœuf, etc., etc. Par contre, ce personnage-là, non, il reste blanc. Pour des raisons de narration. C'est toujours la narration qui passe d'abord. Ce qu'on raconte, il fallait que ce personnage soit très visible. Il est sur une charrette qui est à l'ombre et qui crée de l'ombre. Ce qui fait qu'il est entouré de noir et lui, il est blanc. Ça fait qu'on le voit tout de suite. Et c'est ça qui compte. C'est qu'on ait la bonne lecture de l'image dans le bon ordre. Il y a aussi toute une série comme ça de chats. Il dessine pas mal de chats qui sont relativement affreux en règle générale. Et ce truc de l'animal qui enlève sa peau, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Il y a quelques petits motifs narratifs comme ça qui reviennent régulièrement. Donc là on voit encore sa typo. Du contraste encore une fois. Contraste entre vieux et jeune, entre seul et en couple. Contraste entre le décor réaliste, détaillé, les personnages plus cartoon. Le contraste, le contraste, le contraste. C'est vraiment ce qui sous-tend tout le boulot de Ronald Searle. Encore une image sur la nourriture et l'alcool. C'était ce qu'on peut appeler un bon vivant. Quelqu'un qui aimait bien boire, qui aimait bien manger. Donc voilà avec la série des chasseurs et du renard. Un petit chien dépressif pour la route. Ici là on a un personnage qui est vraiment super intéressant en termes de forme. C'est des formes vraiment ultra simplifiées quoi. Une sorte de grosse sphère. Touk touk. C'est vraiment pousser les formes à l'extrême. Et il y a des motifs qu'on va retrouver assez souvent comme les pieds en triangle là. Quelque chose qu'on voit très très souvent. Il y a un côté très très graphique dans son dessin. Et pourtant on voit qu'il utilise en même temps une perspective très forte quoi. On voit que là il y a toutes ces lignes de perspective, ces lignes de fuite là qui viennent vers nous. Et après son personnage a des côtés très plats. Très graphiques, très intéressants. Et en termes de silhouette, ce perso est vraiment fort aussi. Il va y avoir des zones où il y a très peu de détails comme là. Même ici. Et après là on va avoir un petit foisonnement de détails, plein de choses qui vont se passer ici. Tuc tuc tuc, le nœud, tuc tuc tuc, la main qui va sortir, le petit ruban et tout ça, tuc. Avant de redevenir assez simple. Et paf ici de repartir dans du détail des machins, des trucs, le serpent, la canne, les grandes mèches derrière et tout ça. Ça fait que là on a vraiment du simple, là c'est moyen, et après là c'est foisonnant, simple, moyen, foisonnant, voilà, et du coup ça tourne comme ça tout autour de son perso. Une composition d'images et de personnages, des espaces négatifs autour de la silhouette qui sont vraiment super intéressants. Encore un autre personnage là observé, la caricature du journaliste de terrain disons. Là on a une astuce qui montre qu'il y a plusieurs images dans une image, avec un double cadre en fait, avec ce gros pilier qui va séparer le groupe ici du groupe là, ceux qui sont à l'intérieur à ceux qui sont à l'extérieur. Et il y a la transition qui se passe de cette manière-là, c'est très clair, on a les vieux dehors qui vont boire à la fontaine de jouvence, et pouf, après on a les jeunes de l'autre côté, qui sont dans des vêtements trop grands. Donc la narration se fait de manière très claire en fait. Plus on a même les flèches in, out, qu'on rentre ici, on boit à la fontaine de jouvence et on ressort. Là on a le retour de ces traits fins sur des sujets intéressants et puis des lignes plus épaisses. Mais alors là du coup c'est presque plus abstrait encore. Là en termes d'environnement, de bâtiments et tout, on a vraiment quelque chose de très graphique qui fonctionne aussi à merveille. Ça donne une sorte de perspective à 5 points de fuite pour le coup, avec des lignes de fuite qui vont par là-bas, des lignes de fuite qui vont par là-bas, et un troisième point de fuite par là-bas, un autre vers le haut. Enfin voilà, je pense que là on est dans une vue relativement panoramique, avec toutes ces souris là en bas, ces souris à la Mickey.
C'est vraiment très très cool. Voilà encore un bon exemple du traitement au niveau de gris. Si on regarde cette image d'assez loin, là on a quelque chose de plus sombre qui va vraiment attirer l'œil en premier lieu. Après on a toute une masse plus informe ici, on a quelque chose de plus clair là, un peu plus sombre ici. Et ici on a le détail. C'est là où le spectateur va vraiment rentrer dans l'image, à regarder ce que les différents personnages vont peindre. Là il peint plutôt des femmes, lui il peint plutôt des chats, etc. etc. Et tout ce qui est fait autour, c'est fait pour guider le regard en fait, sur ces persos-là. Là, vous voyez, cette image-ci, par exemple, elle ne fonctionnerait pas si la mouche, enfin, elle fonctionnerait moins bien, disons, si la mouche était plus cartoon. Le fait qu'elle soit vraiment plus réaliste, ça la rend plus présente physiquement. C'est pas un personnage de cartoon qui surgit sur la scène. Là, on a vraiment une énorme mouche, ce qui est beaucoup plus glauque, quoi. Et à la fois plus drôle aussi. Là, on a d'autres personnages animaux qui enlèvent leur peau. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Le retour des chats, qui sont relativement gros, et comme la plupart des chats que Searle dessine d'ailleurs. Vous voyez, celui-ci, c'est encore le cas. Il dessine les chevaux, les souris, les chats de manière assez récurrente, et c'est souvent un petit peu les mêmes types de chacun de ces animaux. Voilà, pour finir avec la fourrure, une dernière image qui montre ça. Et ce qui est intéressant vraiment dans cette image-là, c'est que tout est fait pour qu'on regarde ici, qu'on regarde cette peau qui a été jetée. On a toutes les lignes de force qui vont mener vers cette peau-là. La peau est isolée par rapport à tout le reste. Il y a tous les personnages là qui regardent. Et après on voit en seconde lecture que c'est le renard qui a enlevé sa peau et qui l'a donné en pâture à tout ce beau monde. Et que lui il va pouvoir s'échapper tranquille, quoi. Donc ça c'est des scènes qui sont clairement observées dans un casino. Je pense qu'il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Parce qu'il y a vraiment une véracité, quoi, quelque chose de très vrai, de très juste là-dedans. Ça c'est un boulot qu'il a fait pour un film sur Scrooge. Vous savez, celui avec le fantôme des Noëls passés, des Noëls futurs, des Noëls à venir. Des Noëls présents, des Noëls à venir. Et ici on arrive à une planche très intéressante parce qu'on voit sa façon de travailler en fait. On voit que les deux premières images, c'est des images qui sont faites in situ, donc à l'endroit où la séquence va aller se passer après. Et après, il a commencé à faire un croquis. Et après, il n'a pas pris ce croquis pour en faire son crayonné et ancrer par-dessus. Non, non, il refait à chaque fois tout du début. C'est ce qui va donner aussi un côté très spontané à son dessin. Alors certes, il a gardé pas mal de choses telles quelles, mais il y a aussi des adaptations qui ont été faites en cours de route sur le dessin final. Et s'il n'avait pas réancré directement sans crayonner, je pense que le dessin aurait été moins vivant. C'est ça le problème qu'on peut avoir de temps en temps quand on se dit que notre ancrage n'est pas assez vivant. Là pour le coup, pour un ancrage vivant, c'est vraiment un des maîtres à regarder, quoi. Et du coup, c'est souvent ce qu'on fait, on fait un crayonné très précis et après on va juste repasser avec l'encre. Et c'est pour ça que des fois le dessin va finir un peu mort en fait, quand on va ancrer. Mais là, en refaisant tout depuis le début, il y a toujours des petites surprises, des petits accidents qui vont se passer, des choses où on se laisse encore la porte ouverte pour inventer au moment de l'ancrage. Et ça, c'est assez important, à mon avis. Moi, c'est une des grandes leçons que j'ai prises de Ronald Searle. Ça fait un moment que je regarde son travail. C'est quelque chose qui me semble assez primordial dans son boulot. Cette image-là, pour guider le regard, elle est vraiment extrêmement balèze. Et dans toutes les petites histoires qui se passent autour, on peut y passer un moment sur cette image-ci. Là, ce qui attire l'œil en priorité, c'est surtout la pub. Après, on passe par les persos qui sont là, qui sont en train d'agresser une grand-mère. Il y a lui, qui est le personnage content. Lui, il est content, alors que tout ce qui se passe autour est plutôt affreux, quoi. Entre la pub, les gens qui sont en train de tabasser la vieille, l'aveugle qui demande de l'argent, le pauvre là qui est carrément sous les égouts, ceux qui se font agresser ici, il y a lui qui va se suicider. Alors voilà, tous ces trucs-là, ça tourne autour de ce perso-ci, mais lui il est content. Enfin voilà, il est content de sa situation perso. Donc c'est là aussi où on voit l'œil un petit peu noir sur le monde qu'avait Searle plutôt. Ces personnages sont rarement sincèrement heureux, quoi. Sur cette image-là, on voit pas mal de techniques d'ancrage de Searle. On voit là plutôt sûrement du pinceau ou un truc en tout cas qui est très gestuel. On voit des côtés plus griffonnés. On sent que le rythme n'est pas le même suivant l'endroit où il dessine en fait. Suivant ce qu'il dessine, il n'utilise pas vraiment le même rythme, le même type de trait. Il y a des endroits qui sont très griffonnés, très foisonnants, comme autour des yeux, des moustaches ou autres. Il y a des choses qui sont plus fines, plus subtiles, comme les motifs qu'il va avoir sur sa veste ou sur la guitare, qui là pour le coup ont besoin d'un petit tracé vraiment très fin, très délicat. Et c'est ça qui apporte le sens de la finition aussi sur une œuvre de Searle. C'est le fait d'utiliser ces petits motifs délicats. Ça va encore une fois ancrer les personnages dans le réel, leur donner une vérité, une présence, quoi. Donc là on a encore quelque chose d'assez étonnant en termes d'ancrage avec ces lignes là.
les lignes du piano là qui sont très très épaisses. Pourtant, c'est pas vraiment un point super important. Disons que c'est le plus important, c'est quand même le crâne ou les mains du perso ici. Mais par contre, c'est des lignes qui sont ultra fortes, qui sont structurantes du dessin. Et le fait d'ajouter des lignes plus fortes ici, ça va certainement équilibrer sa composition bien mieux que ne le ferait une simple ligne fine. Ça va encadrer un petit peu ses mains aussi, enfin, le personnage et ses mains. Là, on a des lignes fortes ici, après on a tout le noir derrière là-bas. On va vraiment tourner autour de ce personnage-là. Et c'est vrai que tout ça, c'est des équilibres très subtils qu'il faut réussir à atteindre et qui sont pas évidents, je pense. C'est beaucoup, beaucoup d'expérience. Hein. Searle, il a dessiné vraiment pendant en 70 ans, je pense, professionnellement. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. Là, regardez cette expression là de ce gars, avec sa lèvre là qui repart vers l'intérieur. Toujours du contraste. Là, le contraste entre l'Indien et les Américains ici. Et toujours des personnages secondaires qui sont pas juste là de manière aléatoire. Et ils ont tous un style un petit peu différent, des caractéristiques physiques un peu différentes, une posture légèrement différente aussi. Tout ça pour apporter de la variété et donner un peu plus de naturel à l'ensemble. Sur celle-ci, il y a quelque chose de très intéressant, outre les couleurs, où c'est vraiment certaines des images sur lesquelles il a utilisé le plus de couleurs. On a un truc aussi, c'est des personnages là qui sont en train de faire une danse, et on a l'impression que chacun est en train de faire un moment de la danse. Ça fait un petit peu comme s'il y avait une animation au fur et à mesure que ça avançait dans l'image. Et après, il y a encore un contraste assez fort entre le côté naturel, coloré et tout, de ceux qui sont en vacances là, et les bâtiments et les choses plus contemporaines, les avions, la ville, tous les bateaux, ces trucs-là. Enfin, le contraste est assez fort, assez saisissant. Et donc, on va revenir sur cette image où vous voyez qu'il y a déjà un petit peu tout ce que j'ai montré tout à l'heure. Les chaussures triangles, l'ancrage très fort, gratté parfois, plus fin, plus subtil à d'autres. Les décors assez chargés, assez réalistes. La perspective qui apporte de la profondeur. Les chats, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça qui se retrouvent de tout ce qu'on a pu voir pendant toutes les images que j'ai montrées. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir le travail de Ronald Searle, surtout si vous voulez faire du dessin qui soit du dessin à l'encre, si vous voulez faire du dessin un peu cartoon, si vous voulez faire du dessin satirique, si vous voulez faire du dessin dans la presse. Sur tous ces sujets-là, vous serez vraiment extrêmement bien servi chez Searle. Vous allez voir et apprendre plein de choses. Mais étudiez vraiment son dessin, analysez vraiment. Restez pas juste sur la surface. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le boulot de Ronald Searle. Pour en savoir plus sur le dessin, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitch, puisque je stream assez régulièrement en ce moment. Et sinon, pour les cours plus complets, vous pouvez aller sur le site de l'artiste autodidacte, et principalement dans l'atelier, où vous pouvez avoir tous les cours avec une formule d'abonnement. Et si vous voulez les cours plutôt les acheter individuellement et les avoir après pour vous, vous pouvez les acheter sur Gumroad. Merci encore à tous de m'avoir regardé, et merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!